je vais mettre un petit peu un pavé dans la mare et je vais me placer du point de vue du chercheur. Alors, ce n'est pas mon point de vue, hein, c'est le point de vue que j'ai recueilli de la part des chercheurs. Et alors, vous savez, les chercheurs sont de grands adolescents. Quand on vient les voir, alors moi je suis ingénieur de recherche dans un laboratoire au CIM, et je suis allé voir les chercheurs, je leur ai dit je vais vous faire toute votre bibliographie depuis toute votre bibliographie de tout le laboratoire. Voilà. Donc j'ai pas que ça à faire, hein, je suis ingénieur de recherche, je suis responsable aussi d'appareils sur l'école, et qu'est-ce que vous pensez qu'ils m'ont répondu alors? Est-ce que vous savez? Ils m'ont répondu, pourquoi tu vas faire ça? Et à quoi ça sert, quoi. Voilà. Donc on en est là. C'est pour ça que j'ai dit l'auto-archivage dans les laboratoires. Donc moi j'ai voulu travailler sur HAL et un cas pratique. Alors malheureusement, comment ça se passe pour une mise en... Alors nous on n'avait aucun archivage dans le laboratoire. Et puis on part de zéro. Et je ne peux faire que comment ça se passe mal, c'est-à-dire que je ne peux faire que le panorama des réticences des chercheurs et d'analyser les réactions, quoi. Alors la première, c'est par rapport à un archivage, les réactions, c'est on me demande du travail que j'ai déjà fourni. C'est vrai que le chercheur, il a fait sa demande de financement, la publicité, le recrutement du thésard, les manips, l'exploitation, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il me dit? Tu arrives avec ton HAL, voilà, et bon, quelqu'un le fera. D'ailleurs, l'université le fera. Ouais. Pour répondre à ces gens, ne voulez-vous pas être cité? Ça vous intéresse pas? Mais moi j'ai mes publications, je suis cité. Je fais partie des publications dans le laboratoire. C'est pas une question, c'est une question que le chercheur, une fois qu'il a fait... une fois qu'il a placé sa publication... Non, je sais, mais il faut leur répondre. C'est pas vous le faites pour vous-même. Vous serez plus... Oui, alors ça, c'est comme les enfants. C'est quand vous expliquez que vous travaillez pour vous-même et puis que c'est pas pour papa-maman, et les enfants, ils vous répondent qu'eux, ils s'en fichent. Je dois dire quelque chose. Je dois dire quelque chose. Si, par exemple, le CNRS, c'était pas... Si le CNRS n'était pas capable, avec tous les outils informatiques, l'inventaire et tout ça, où on rentre chaque année 1000 fois la même chose, de le faire verser vers HAL, ces réticences sont normales. On remplit chaque... Je suis d'accord. Je ne suis pas en train de dire que c'est... Je dis juste que pour arriver à une prise de conscience, parce que vous avez beaucoup vous êtes beaucoup dans tout ce qui est données, bibliothécaire. Au niveau d'un chercheur, moi je vous dis juste qu'il faut prendre en compte, observer la réaction des chercheurs pour comprendre. Par exemple, tout à l'heure, je voyais des choses on dit, tiens, l'Institut Pasteur, avant qu'il y ait une obligation, les gens, ils ne mettaient pas leurs données. Vous expliquer pourquoi, parce qu'il non, mais j'ai compris pourquoi. Voilà. Non, mais j'ai compris. C'est pas un débat. Moi, je suis convaincu, vu que de toute façon, j'ai mis toute la biblio de tout le labo depuis 2012. Voilà. Donc je suis moi-même chercheur, enfin j'ai des publications scientifiques. Ouais. Alors je fais un petit peu juste un panorama des réticences qui font qu'il y a d'énormes freins. Il y a bien évidemment une nébuleuse de systèmes concurrents. Bon, on en a vu plein. Des gens qui décident, chacun décide un petit peu de procéder par ses propres moyens. Il y a aussi, il faut le dire, une panique devant HAL. Moi, j'ai vu ça. Alors, ça vous paraît complètement aberrant, mais vous avez des chercheurs qui m'ont dit moi, j'arrive, je vois cette interface HAL, j'en veux pas, quoi. J'ai pas envie de. Je suis désolé, je veux pas, quoi. Voilà. Ça existe. Voilà. C'est un chercheur, je dis, c'est un boson. Donc il va aller vers ce qui marche déjà, donc vers des gens, des gens qui n'ont pas envie d'écouter ce qui les dérange, mais bon, c'est la vérité. Les gens vont vers chez un éditeur parce que c'est pratique, ils font ça déjà depuis longtemps.
Alors, il n'y a pas forcément de prise de conscience sur l'ensemble du système d'édition, parce que contrairement à ce qu'on a entendu ce matin, là je reviens sur le point 1, à qui appartiennent les articles, toutes ces réflexions-là, vous considérez que les chercheurs les ont naturellement, mais c'est faux, c'est entièrement faux. Vous avez des collègues qui arrivent et qui se disent moi j'ai fait mon job, zut, c'est à l'éditeur, c'est fini quoi, je ne veux plus en entendre parler. Vous avez des gens qui percent dans les grands journaux. Bah pourquoi ils en sortiraient? Pourquoi on va aller inventer de l'open access, etc. Donc j'ai eu cette réaction-là. Les gens, ils sont bien. Bah, tout marche bien pour eux, donc il n'y a pas forcément de nécessité. Les gens aussi sont très... Bon, bah, juste avant, on vous a présenté un petit peu des problèmes, par exemple, sur le préprint. Les choses ne sont pas encore complètement définies. Il n'y a pas le bien, le mal. Les éditeurs ne sont pas bien. Le préprint... Donc si le lecteur paie, il y a des dérives. Si l'écrivain paie, il y a des dérives. Si on veut faire tout en ouvert, c'est aussi compliqué de le penser. Donc ça, les chercheurs, ils le font remonter, ces choses-là. Et puis la pratique, c'est que moi, quand je veux mettre des choses sur HAL, je vais voir un chercheur et puis je lui demande son préprint. Et le chercheur, il l'a pas, le préprint. Voilà, il l'a pas. Ou alors, il l'a déjà écrit dans le template LangMuir, par exemple. Donc il a écrit tout ça dans son template. Il me balance son fichier LangMuir. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'enlève LangMuir, j'enlève des choses, je vais cropper, qu'est-ce que je fais? Et donc, vous avez des chercheurs qui écrivent sous Word, mais c'est très rare. Et puis, ils n'ont pas le préprint, parce que c'est un étudiant qui l'a fait. Le truc est templété, il faut le détempléter. Enfin, c'est quand même un boulot. Je veux dire, déposer un préprint, c'est un boulot, c'est un vrai boulot. Et la réaction, c'est qui va aller sur HAL. Et on fait ce travail pour qui, pourquoi, dans quel but. Donc voilà un petit peu les réactions des chercheurs. Il y a un vrai travail de SAP, c'est-à-dire que des gens qui vous disent mais c'est vraiment sympa ce que tu fais, mais bon, moi je vais aller faire des choses sérieuses, tu continues à t'amuser. Alors moi je me dis, finalement, et s'ils avaient raison, pourquoi est-ce que je vais construire une base de données? C'est quand même quelque chose, parce que sur HAL, vous pensez que l'environnement est bien, que le chercheur il va aller placer ses données, etc. Mais en fait, non, il demande qu'une seule chose, c'est qu'on lui fiche la paix une fois qu'il a fait son travail. Voilà. Alors là, vous connaissez tous ce film, OSS 117. Alors vous avez l'agent secret à droite, l'agent secret qui explique qu'il y a un groupe... qu'il faut aller traquer, un groupe de hippies qui veulent changer le monde. Et puis vous avez à gauche OSS 117 qui dit changer le monde, quel drôle d'idée, il va très bien comme ça le monde. Pourquoi le changer? Voilà. Eh bien c'est un petit peu ce à quoi je suis confronté quand j'essaie de construire une base de données au niveau d'un laboratoire. Ça résume un petit peu les choses. C'est un parcours du combattant, il faut lever toutes les réticences, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai listé auparavant, il faut le lever un par un. Donc pour la dame qui est partie, si elle aurait vu que si j'ai fait ce travail-là, c'est parce que, effectivement, c'est parce que moi je suis assez convaincu en fait de remplir ces bases de données. Alors, il faut aussi lever le fait qu'il y a un petit peu une distanciation du chercheur. C'est-à-dire que moi j'arrive, je dis je vais construire une base de données dans le laboratoire, on me dit c'est mon projet, ma base. Et je dis j'ai pas d'action HAL, moi, je me demande bien enfin j'ai pas d'action, je suis pas payé par HAL, j'ai pas... Et pourtant, il y a une vraie distanciation par rapport à ce travail. Et au-delà des questions philosophiques, je pense qu'il faut atteindre une masse critique de données, de bases de données, afin que les gens puissent commencer à voir qu'il y a un intérêt pour eux. Alors, parce que le chercheur, il clique. Je veux dire, beaucoup de chercheurs ne se posent pas beaucoup de questions quand même philosophiques. Alors, une base, voilà. Donc, la première fois que j'ai rempli une base de données,
je suis allé voir mon directeur. Mais bon, voilà, je dis comme ça s'est passé. Je lui ai montré ça, et là, j'ai cru qu'il allait tomber de sa chaise hein, quand il a vu ça. Il a dit, mais t'as passé tout ce temps-là pour faire un espèce de truc comme ça, qui est moche. Je sais pas comment l'utiliser, je sais pas qu'en faire. C'est bien, mais bon, non. Voilà. Et bon, alors quelque part, il y a deux réactions. Soit c'est lui qui a tort, il a vraiment rien compris. Soit sa réaction, il faut aussi l'entendre, faut la prendre en compte. Et alors moi, j'avais suffisamment souffert dans le fait de rentrer, par exemple, des données sur HAL. Et puis alors, je vous dis pas, j'ai un collègue qui a publié, par exemple, avec une université en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'université n'est pas rentrée, donc il faut rentrer, il faut chercher l'université, il faut chercher le labo, il faut chercher l'affiliation. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on ne s'est pas trompé, il faut que tout ça soit vérifié par HAL, enfin vérifié par quelqu'un, et ensuite il y a un retour. Ce travail-là est conséquent. Parce que je veux dire, nous, les gens, ils travaillent avec toute la planète. Donc, une fois que vous faites ça, que vous avez fourni ça, eh bien, ça ne satisfait pas les gens. Voilà, faut quand même dire les choses. Donc, il y a encore une barrière à franchir. Et pourtant, le résultat, il tient dans ces lignes suivantes, qui vont tout simplifier. Alors, est-ce que vous voyez pourquoi? Alors, HAL, c'est vrai que c'est pas fait a priori pour effectuer une liste bibliographique, mais bon, l'intérêt un petit peu que voyaient les chercheurs dans HAL, c'était de pouvoir avoir une liste bibliographique. Alors c'est un détournement. Et ces lignes-là, elles m'ont beaucoup... une fois que je les ai découvertes, alors j'étais assez... je suis très naïf hein, en HAL, eh bien ça m'a permis de créer cette liste. Voilà, que tout le monde doit connaître, tous les utilisateurs de HAL doivent connaître. Et ça, quand on publie ça sur un site de labo, ça veut dire que vous pouvez avoir accès donc à votre page HAL et puis aller derrière, cliquer par un deuxième clic sur le DOI, aller directement sur l'éditeur. Ou bien, si vous avez déposé vos archives, vous allez cliquer directement, vous avez directement votre document. Et à partir de ça, une fois que cette liste était complète, certains chercheurs ont commencé à entrevoir l'intérêt qu'il pourrait y avoir. Voilà. L'intérêt qu'il pourrait y avoir. Alors je ne vous dis même pas que j'ai été obligé de créer un idéal pour certains parce que, bon, c'est pas la peine. Je veux dire, les gens, ils se sont créés un Google Scholar en à peu près 10 minutes qui va sniffer partout, un ResearchGate. Bon, pour créer l'idéal, il faut que je commence à leur créer leur idéal pour qu'ils entrevoient, pareil, un intérêt. Et donc là, ils ont commencé à comprendre qu'ils pouvaient, déjà qu'il y avait tout, on pouvait renseigner les articles, c'était un bon outil de communication, et puis qu'ils pouvaient faire un tri, qu'ils pouvaient savoir par année, par type de publication, par journal, etc. etc. Donc là, ça commence seulement à éveiller l'intérêt, quoi. Alors, il y a quand même des avantages, hein, malgré le tableau apocalyptique que je vous ai présenté, au sein d'un laboratoire. Alors, c'est vrai que ça fait une liste dynamique de toutes les publications, qui est renseignée automatiquement, donc par définition renseignée automatiquement. Si on s'y prend bien, on essaie d'avoir une liste exhaustive. Il y a beaucoup d'outils dans HAL. Alors, j'ai mis une pensée pour les labos qui ne sont pas très riches. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de réflexions autour des archives ouvertes. Nous, on pense juste qu'il y a des laboratoires qui n'ont pas les finances, et puis que c'est juste un bon moyen de les orienter vers des pages comme ça. Ça accroît la réputation, et puis bon, au niveau éthique, c'est vrai que ce qui motive les gens qui sont promoteurs d'installer HAL dans le laboratoire, c'est d'avoir une conservation des données par les chercheurs, d'avoir surtout quelque chose qui reste, qui n'est pas justement possédé complètement par des éditeurs, voilà, de garder ça. Et alors,
pour faire fonctionner, donc j'ai juste listé trois moteurs, puisqu'il y avait un moteur de l'Institut Pasteur qui a été assez radical, hein, c'était d'imposer du point de vue de la direction. Donc ça, je pense que c'est un très très bon moteur. À minima, il faut un support de la direction. La deuxième chose, c'est qu'il faut impliquer les chercheurs et montrer concrètement les avantages. Ça montrer l'avantage à la fin. Mais alors ça, pour ça, je vois pas d'autre moyen que quelqu'un fasse le boulot. Malheureusement, si vous demandez aux chercheurs, vous savez qu'il y a multiples plateformes, elles sont toutes interconnectées et à chaque fois, si on demande aux chercheurs de re-renseigner une plateforme, et il a effectivement l'impression de faire 15 fois le boulot. Et donc, nous, on choisit une plateforme et il faut que quelqu'un supervise ce travail. Et surtout, ce qui est utile, c'est de faciliter le travail, faciliter la mise en forme. C'est-à-dire que éventuellement, le chercheur, il a un préprint. S'il l'a, son préprint, il est templété. En post-print, pardon, oui. Voilà, et ça, il faut le redébobiner pour avoir une version qui puisse être mise sur HAL. Voilà. Donc voilà un peu le témoignage, j'en ai terminé. Et donc du coup, on a maintenant une liste exhaustive sur le laboratoire. Voilà.